Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à notre grand angle. Il a été parmi les premiers à ruer dans les brancards, l'un des premiers aussi à quitter le Parti socialiste français. Depuis, il a encore franchi un cap. Pouria Amir Chahi ne se représentera pas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le député pour les Français établis hors de France et vous avez encore le cœur à gauche. Voilà, déjà une première réaction à la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, un député maire Les Républicains, Premier ministre. Est-ce que c'est un bon choix, selon vous, un choix cohérent? Cohérent avec ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il n'y a aucun doute. Il avait dit qu'il voulait exploser les frontières habituelles et il a pris quelqu'un de très compatible, c'est-à-dire quelqu'un de droite, libéral, qui, comme lui, pour diminuer le nombre de fonctionnaires, comme lui, pour faire des économies sur le budget de l'État, qui, en revanche, sur les questions sociétales, n'a pas brillé par un grand progressisme, il s'est abstenu sur le mariage pour tous. Quelqu'un qui, par contre, a voté contre la loi sur le renseignement, je lui en sais gré, parce qu'il était avec moi à ce moment-là, on n'était pas très nombreux à le faire. Voilà, donc je ne sais pas si il le fait parce que il le nomme Édouard Philippe, parce que il est d'accord avec lui au fond sur sa politique économique, ce qui semble être le cas quand même, ou s'il pense qu'en mettant quelqu'un de droite, il va réussir à faire un assemblage un peu improbable, selon moi, entre des contraires. Donc je pense qu'il s'oriente clairement vers une politique libérale qui est celle qui a toujours été, comment dire, la pensée de M. Macron. D'accord, vous êtes moins sévère que Jean-Luc Mélenchon, qui lui parle d'attelage hasardeux. Donc pour vous, c'est quand même un attelage qui se tient, si je vous suis bien. Il faut savoir, si on dit que Emmanuel Macron n'est pas de gauche, il est donc normal qu'il prenne quelqu'un de droite. Donc c'est ce que d'ailleurs M. Mélenchon dit lui-même tout le temps. Moi, je ne suis pas surpris. Après, on verra bien. Je veux dire, je ne fais pas de procès d'intention. Mais pour vous dire les choses plus simplement, c'est peut-être un joli coup pour Emmanuel Macron, qui montre là une cohérence, puisqu'il avait dit qu'il voulait, encore une fois, briser les frontières établies. Mais moi, je préfère quand même une majorité de gauche à l'Assemblée nationale demain. Donc j'espère tout simplement que, malgré les qualités dont je ne doute pas, Édouard Philippe ne soit qu'un Premier ministre de passage le temps des élections et que la gauche se réinstalle. D'accord, donc la gauche, vous voulez dire le Parti socialiste, vous espérez... J'espère que les candidats qui seront soutenus par la gauche, c'est-à-dire pour certains par les électeurs de Benoît Hamon, pour d'autres par les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les écologistes, seront majoritaires. Là, on donne quand même les pleins pouvoirs à quelqu'un dont on sait soit économiquement ce qu'il va faire, c'est-à-dire des réductions drastiques dans le budget, une réforme de la loi du Code du travail qui risque de poser autant de problèmes que la fameuse loi travail, la loi El Khomri de M. Valls, en passant lui aussi en force puisqu'il veut passer par des ordonnances, soit c'est le grand flou. Donc je dis que là on part à l'aventure et on donne les pleins pouvoirs à quelqu'un, M. Macron, qui est bien capable, on l'a vu dans son parcours, de s'affranchir de bien des règles, de bien des contraintes. Or je pense qu'il faut savoir lui indiquer que dans le moment actuel, les priorités qui doivent être celles de la France, c'est l'écologie, c'est la modernisation du pays, c'est l'investissement public, c'est la réorientation du projet européen. Il vaut mieux une majorité de gauche pour le faire. À un moment, vous aviez dit les partis sont au mieux incapables, au pire dangereux. Le mien est sans ressort, sans idée. Vous parliez de la gauche socialiste. Emmanuel Macron, lui, plaide pour un parti au-dessus des partis, justement pour ne plus avoir ce clivage droite-gauche. Pourquoi est-ce que vous lui laissez le bénéfice du doute ou pas ? Je pense qu'il est sincère, Emmanuel Macron. Moi, je ne doute pas trop de ses intentions. Disons que vouloir rénover tout ça, un système politique fatigué, fatigant pour les gens, qui se répétait, qui parfois se ressemblait trop d'un bord à l'autre, me paraît sain. Je le dis très franchement. Après, ça dépend par quoi on remplace tout cela. Pour le moment, on ne donne à voir que le parcours d'un individu qui, malgré sa modernité apparente, c'est-à-dire son jeune âge, son sourire et ses codes qui font très modernes, très contemporains, c'est quelqu'un qui s'inscrit pleinement dans des codes compassés, archaïques de la Ve République. Il suffisait de voir la cérémonie à la pyramide du Louvre, la cérémonie de passation de pouvoir. Tout ça, franchement, c'est un peu rance. Alors, ça se voit pas trop pour le moment, parce que le gars est jeune. Et je lui souhaite bonne chance, encore une fois, hein, je n'ai pas de procès à lui faire. Mais je vois bien que c'est quelqu'un qui s'inscrit pleinement dans les pouvoirs trop importants, quasi absolus, vraiment dans la Constitution française, qui sont dévolus au président de la République, et qui va écraser demain le Parlement. Je rappelle que les candidats En Marche, c'est-à-dire soutien du président de la République, ont été tous désignés par
petit groupe de personnes qui sont autour de M. Macron et qui ne sont pas du tout des gens qui ont été élus, investis par un processus démocratique. Donc c'est des gens qui vont être sans doute à la botte du prochain président de la République. Et je le dis, pour la démocratie française, ce n'est pas bon. On a besoin, puisque d'ailleurs M. Macron lui-même l'avait dit, de démocratiser nos institutions, de faire respirer notre démocratie. On a besoin de députés qui seront libres, qui seront dans une forme de distance par rapport à l'exécutif. Et après tout, une démocratie moderne, fidèle à Montesquieu, c'est ça. C'est-à-dire une vraie séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Oui, mais en même temps, il a fait appel aussi à des personnes venues de la société civile ou des personnes qui viennent et de droite et de gauche. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, c'est une volonté de moderniser la vie politique, d'ouvrir d'autres voies, d'autres portes? Si, peut-être. Mais il n'y a pas que M. Macron qui modernise la vie politique. Il y a toutes celles et ceux qui sont tout aussi jeunes, qui sont tout aussi nouveaux, qui sont aussi issus de la société civile et qui viennent de la gauche. Il y en a beaucoup. C'est pas la fin des partis traditionnels. On l'a vu avec le Parti socialiste. La droite aujourd'hui est menacée. Est-ce que là, c'est pas la fin? Ça reviendra ailleurs, mais voilà. Oui, pour vous, c'est la fin? Oui, en tout cas, c'est la fin de ces partis-là, de cette période-là. D'une certaine façon, M. Macron a été élu sur la faillite de ces partis-là, qui ont été incapables, alors que les alertes ont été données à plusieurs reprises, de répondre à ce qui était une demande profonde dans la société française de renouvellement des têtes, de renouvellement de pratiques, et puis aussi d'une politique qui serve à quelque chose. Si vous élisez des gens et que ça ne change rien, voire que ça aggrave la situation, ça ne crée que des frustrations, avec parfois le pire, c'est-à-dire le Front National. C'est-à-dire que quand, au bout de votre mandat, il y a plus de chômeurs, plus de pauvres, et un Front National à 30%, on ne peut pas dire que vous avez réussi. Or, c'est à peu près le bilan conjugué de ces 3 derniers quinquennats de messieurs Hollande, Sarkozy et Chirac. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre les trois, mais enfin c'est quand même ça. Donc soit maintenant M. Macron comprend, au-delà du cosmétique, qu'il y a besoin d'un changement profond et de faire une politique différente pour ressouder un pays qui est encore fragile, soit il fait comme les autres, derrière, encore une fois, le masque de la modernité, et il le payera comme les autres. Et ce que je ne souhaite pas, je souhaite que la France réussisse, bien sûr. Alors, que la France réussisse, mais vous avez décidé de vous retirer de cette vie politique. Alors, vous êtes encore le député des Français de l'étranger en Afrique du Nord et de l'Ouest. Comment on fait campagne dans une circonscription qui compte 16 pays? Comment on fait pour être à l'écoute de ses administrés? Alors, je suis content que vous parliez de ma circonscription, parce que je voudrais d'abord adresser quand même une pensée à tous ceux qui, en Côte d'Ivoire, vivent dans l'incertitude et dans l'angoisse de ce qui est en train de se passer. La Côte d'Ivoire est un pays fragile, en même temps le moteur potentiel on va dire, du développement économique de toute la sous-région. Donc c'est très très important. Il y a des questions démocratiques évidentes, puis des questions de sécurité qui sont posées à tout le monde, à nos compatriotes qui vivent là-bas, mais d'abord aux Ivoiriens qui vivent. Donc j'espère que les choses vont bien se passer. Pour faire campagne dans 16 pays, c'est pas facile. Donc je réponds maintenant à votre question. Il faut tout simplement aller de ville en ville. Rencontrer les Français là où ils sont, c'est-à-dire dans des lieux où souvent ils se regroupent, les instituts français, il y a aussi des associations pour les Français à l'étranger qui les représentent. Il faut aller à leur contact, voilà, et organiser des réunions, faire du tout-terrain. Moi, quand j'avais été investi il y a 5 ans, j'ai pris ma brosse à dents, mon baluchon, je suis parti, et j'ai fait campagne longtemps. Ça a été heureux. Je crois que à l'étranger comme en métropole, il y a de la même façon ce besoin de proximité et de relation avec ces élus. J'ai essayé de faire au mieux pendant 5 ans, justement pour répondre à chaque fois aux demandes qui m'étaient faites, en étant fidèle à moi-même, à mes principes, à mes convictions. Et qu'est-ce que vous retenez justement de ce mandat? Quels ont été les temps forts? Vous voulez dire pour les Français de l'étranger ou en général? En général, déjà pour vous personnellement, et après pour les Français de l'étranger, évidemment. C'est une grande et belle mission que de représenter les autres et d'être député de la nation. Dans notre pays qui a une si grande histoire républicaine, une histoire très dense politiquement. Si je garde les bons côtés, moi je dirais que j'ai pu faire avancer quelques sujets importants. D'abord, faire reconnaître les Français à l'étranger, c'était pas acquis. Il n'existait pas avant à l'Assemblée nationale, donc il fallait honorer et réussir ce pari de leur représentation. On en parle maintenant beaucoup plus. Regardez d'ailleurs, quand le président de la République, François Hollande, et je suis sûr que M. Macron fera pareil, se déplace à l'étranger, désormais il rencontre la communauté française. C'est obligatoire. Il y a cette reconnaissance-là. Il y a des choses qui ont été faites aussi pour les parents isolés, les parents qui sont adoptants d'enfants. Oui. Ce sont des choses qui, encore une fois, concernent le quotidien de beaucoup de familles à l'étranger et qui jusque-là n'étaient pas dans les radars. Je crois avoir essayé en tout cas, je crois avoir défendu du mieux possible une certaine éthique en politique sur la rénovation de la vie publique, sur le rapport aux institutions. J'ai voulu être libre de mes engagements en étant fidèle à ceux que j'avais pris auprès des électeurs. Ce n'est pas parce qu'on est dans un parti
ou dans un camp qu'on doit être bêtement discipliné. La discipline n'a de sens lorsqu'elle rime avec l'intelligence et l'intérêt général. Alors vous avez beaucoup défendu la francophonie aussi sur notre plateau, mais pas seulement. Vous plaidez pour une stratégie singulière de la France, c'est-à-dire? L'idée est que on prenne conscience que dans la mondialisation actuelle, les langues sont un vecteur géopolitique important. Et les hispanophones l'ont compris, les arabophones l'ont compris, les lusophones aussi, et il serait temps que les francophones le comprennent. Les Français, mais pas que. Les Français avec les Ivoiriens, les Québécois, les Algériens, les Marocains, et tous ceux qui ont en vérité le français en partage. Je ne parle donc pas des 84 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dont plus de la moitié n'est pas francophone, mais des pays authentiquement francophones. Et on pourrait se regrouper par la langue, par exemple, pour créer des diplômes communs, pour favoriser la mobilité des personnes. On pourrait inventer un visa francophone pour les chefs d'entreprise, les artistes, les étudiants, les chercheurs, les scientifiques, et consolider comme ça, dans le monde, un sentiment d'appartenance, une communauté d'intérêt, qui serait une belle chose dans la mondialisation actuelle et qui répondrait aussi, à mon avis, aux défis auxquels on est confronté du repli sur soi, où on voit bien qu'au nord comme au sud, il y a des replis identitaires qui vont d'ailleurs souvent de pair avec des tentations autoritaires qui nous menacent et qui menacent des démocraties. Et puis c'est une belle alliance, celle des Noirs et des Blancs, celle des Maghrébins et des Latins, celle des Américains, Québécois et des Européens, Belges, Suisses et Français, que de fonder un projet commun. On peut le faire autour des sciences. On peut le faire, il n'y a pas de grande revue scientifique francophone dans le monde digne de ce nom. On pourrait le faire, je l'ai dit, autour de l'éducation en ayant des programmes communs. Et imaginer la Une sorte belle d'Erasmus, en fait. un Erasmus, mais on pourrait même, y compris dès le lycée, envisager des choses qui auraient des grandes conséquences chez nous, en France. Imaginez par exemple que l'on enseigne demain aux enfants de France le bac français, non pas simplement à travers Hugo, Montaigne et Balzac, mais aussi à travers Kateb Yassine, Sonita Boulancy et bien d'autres. Les grands auteurs francophones, oui, effectivement. Eh bien, imaginez ce que ça voudrait dire à 18 ans, au moment de l'obtention du bac par ces jeunes-là. Les enfants qui sont héritiers de l'histoire de l'immigration seraient fiers de voir que leur pays, la France, s'approprie la culture de leurs parents. Et ceux qui sont français depuis toujours verraient qu'en fait ce qu'on leur raconte sur les autres, sur ces enfants issus d'immigration, est totalement faux et qu'ils appartiennent à la même communauté. J'étais fier pendant ce quinquennat de défendre cette idée de la francophonie. Merci pour Amir Chahid d'avoir été notre grand témoin. Merci.